C'est une photo qui a changé la perception de l'esclavage en Amérique et pourtant Trump veut la censurer. Non. Elle est intitulée Whipped Peter, Peter fouetté, du nom de cet homme noir qui a survécu à des coups de fouet. Il est resté 2 mois dans le coma, a failli mourir, alors il montre son dos couvert de cicatrices, son corps mutilé. Peter a réussi à s'échapper alors qu'il était esclave. Quand il croise un groupe de soldats noirs libérés, il leur montre son dos. Des photographes, William D. McPherson et G. Oliver, suivent le régiment et tirent ce portrait qui date de 1863. En pleine guerre civile américaine, les horreurs de l'esclavage étaient souvent mises sous le tapis, vues comme de la propagande ou comme des mensonges. Peter comprend que la guerre civile, c'est l'occasion de poser, de montrer ce que les hommes blancs lui ont fait. Cette photographie révèle une vérité impossible à nier. Pourtant, aujourd'hui, l'administration Trump interdit cette photo. Le gouvernement a ordonné son retrait d'exposition lié à l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Trump explique qu'il veut restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine et censure l'image. Pourquoi les Européens sont si obsédés par l'Afrique? Dites-vous qu'actuellement, l'Europe fait face à une combinaison de crises économiques, géopolitiques, sociales et j'en passe. La France en particulier est actuellement dirigée par quelqu'un ayant subi un détournement de mineur de sa prof à l'âge de 15 ans. Mais je suis désolée, c'est une histoire qui a commencé avec une adulte et un mineur. Oui. Et je vois pas en quoi on devrait appeler ça une femme libérée. Il avait 15 ans. Voilà, une femme. Et ne parlons même pas de sa gouvernance parce que c'est le chaos. Les Français sont de plus en plus plongés dans la précarité, raison pour laquelle ils n'en finissent plus de gréver. Aux États-Unis, le président actuel avait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Avez-vous entendu des Africains se prononcer sur ces sujets pourtant très graves? Non. Avez-vous entendu des Africains donner leur avis du style « Non mais c'est hallucinant, comment peuvent-ils être si bêtes pour accepter ça? Non mais c'est pas possible, je les plains. » Non, ça ne nous intéresse tout simplement pas. Ce sont vos problèmes, vos histoires et nous avons les nôtres. À la limite, si on en parle, c'est pour informer chez nous, c'est tout. On ne se permettrait pas de donner notre avis, de juger, se croyant soi-disant supérieur sur des sujets qui ne nous concernent même pas. Donc, quand un youtubeur choisit de faire une vidéo sur l'afrocentricité, je me demande s'il ne voit pas les problèmes graves qu'il y a chez eux. Il y a tellement de sujets à traiter chez vous. Si tu es si doué pour enquêter et exposer ce qui ne va pas, alors pourquoi ne pas montrer à ton peuple comment vos politiques et vos médias les manipulent? Je suppose que tu es français, alors enquête et apporte des réponses aux Français qui sont dans la mouise actuellement. Et si tu cherches du sensationnel, j'ai ma petite idée. Que dirais-tu d'un iceberg sur l'affaire du détournement Brigitte-Emmanuel Macron? Ou tout simplement enquêter sur l'affaire Brigitte qui est soupçonnée d'avoir changé d'orientation sexuelle. Bref, continue ta suite logique des vidéos sur les déviances sexuelles, mais par pitié, laisse notre histoire tranquille. Si ce n'est que pour mentir dans le but de galvaniser ta communauté de timbrés. Bref, c'est le deuxième bref. Je ne vais pas continuer sur ce temps, je vous rassure. La suite de la vidéo est bien plus calme et riche en informations. Mais je trouvais cela utile, cette petite mise au point. Si vous suivez cette vidéo, je suppose que vous avez vu celle-ci, dans laquelle le youtubeur Modin caricature volontairement le mouvement d'afrocentricité. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'atteler à la tâche de démonter ces arguments, tout simplement parce que d'autres l'ont déjà fait avec brio. Je pense notamment à la chaîne de Pensée Kamit ou à la chaîne Tell Me More, dont je vous mettrai les liens de vidéo en description. Je vais plutôt m'attaquer à la problématique que sa vidéo soulève, et je vais être honnête. Il y a beaucoup d'informations, il y a tant à dire, mais si on va dans tous les sens, on risque de se perdre, de tout mélanger et finir par dire n'importe quoi, un peu comme lui. Donc, on va clairement éviter ça et aller à l'essentiel. Et puisque moi, je vais aller à l'essentiel, je vous invite donc à faire vos propres recherches après cette vidéo. Ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Ne soyez pas comme les abonnés de Modin. Concrètement, dans cette vidéo, je vais revenir sur l'importance de l'afrocentricité pour les peuples afro. Et puisque beaucoup, y compris des Noirs d'ailleurs, se plaignent qu'on passe trop de temps à ressasser le passé, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le présent et le futur. L'afrocentricité, qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui en tant que peuple afro et qu'est-ce que ça implique pour demain si on laisse ce genre de discours comme celui de Modin prospérer? Si cette approche vous plaît, alors qu'est-ce qu'on attend? Vous vous souvenez de la vidéo que vous venez de voir à l'intro ou pas? Tenez, je vous la remets. C'est une photo qui a changé la perception de l'esclavage en Amérique et pourtant Trump veut la censurer. Non. Elle est intitulée Whipped Peter, Peter fouetté, du nom de cet homme noir qui a survécu à des coups de fouet. Il est resté 2 mois dans le coma, a failli mourir, alors il montre son dos couvert de cicatrices, son corps mutilé. Peter a réussi à s'échapper alors qu'il était esclave. Quand il croise un groupe de soldats noirs libérés, il leur montre son dos. Des photographes, William D. McPherson et G. Oliver, suivent le régiment et
tire ce portrait qui date de 1863, en pleine guerre civile américaine. Les horreurs de l'esclavage étaient souvent mises sous le tapis, vues comme de la propagande ou comme des mensonges. Peter comprend que la guerre civile, c'est l'occasion de poser, de montrer ce que les hommes blancs lui ont fait. Cette photographie révèle une vérité impossible à nier. Pourtant, aujourd'hui, l'administration Trump interdit cette photo. Le gouvernement a ordonné son retrait d'exposition lié à l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Trump explique qu'il veut restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine et censure l'image. Donc, la vérité, c'est nier ou effacer notre histoire. Là, je vais m'adresser particulièrement aux Afros ayant commenté sous la vidéo de Modin, disons qu'il avait raison. Première des choses, vérifiez que vous n'êtes pas atteint d'Alzheimer. Puis, dites-moi, si aujourd'hui, avec Internet et toutes les archives numérisées, ils se permettent quand même d'effacer ou de nier ce qui est vrai, réel, que pensez-vous qu'ils ont fait des siècles passés quand personne ne pouvait partager l'information aussi instantanément? Cette photo est bien réelle et le monsieur déçu a bien existé. Il pourrait être mon arrière-arrière-grand-père, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre quelque part. Sachez qu'en cachant cette photo, nos enfants ou nos petits-enfants ne la verront plus, ou de moins en moins. Et lorsque vous leur en parlerez, ils vous répondront certainement « ce n'est pas vrai ». Donc maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus dangereux entre un peuple qui veut réhabiliter sa mémoire par lui-même parce qu'il ne peut plus faire confiance à une version des faits toujours orientée à l'avantage des autres, et un autre peuple qui s'acharne à effacer cette mémoire, à la nier ou à la ridiculiser alors qu'il ne s'agit même pas d'eux? Pourquoi donc ce besoin constant d'effacer, de nier ou de déformer notre histoire? On va y répondre dans la suite, vous allez voir. J'aimerais d'abord clarifier un point de vocabulaire que Modin mélange volontairement dans le but de ridiculiser tout le mouvement d'afrocentricité. Afrocentricité et afrocentrisme sont deux termes qui se ressemblent mais ne signifient pas la même chose contrairement à ce qu'il veut faire croire. L'afrocentrisme est souvent utilisé comme une caricature, une idéologie figée, avec ses dérives, ses exagérations et ses mythes. C'est le mot qu'ils adorent employer parce qu'il permet de ranger tout le mouvement dans la case de fanatisme irrationnel. L'afrocentricité, au contraire, est une démarche, une méthode, une façon de replacer l'Afrique, les Africains et les descendants afro au centre de leur propre histoire. Ce n'est pas une revanche, ni une guerre, c'est une réappropriation d'une nécessité vitale. Parce que quand ton histoire a été volée, effacée, déformée ou utilisée contre toi, ça devient une obligation de tout revérifier, de tout réécrire et de tout raconter de ton histoire par toi-même. Revenir à l'afrocentricité, ce n'est pas s'inventer un passé glorieux pour gagner des points, ou juste ressortir les atrocités qu'on a subies par besoin de vengeance, non. Revenir à l'afrocentricité, c'est retrouver la vérité, rendre à notre peuple ce qui a existé. C'est aussi reprendre le contrôle de notre propre récit. Que les autres le valident ou non, ce n'est clairement pas l'objectif. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, des millions de jeunes Africains connaissent Jules César, Napoléon ou encore De Gaulle. Mais très peu ont entendu parler de Sundiata Keïta de Tchaka Zulu ou plus récemment des résistants à la colonisation comme Samori Touré. Résultat, ils grandissent en admirant les héros des autres, ignorant complètement les leurs. Et quand tu n'as pas de repères, tu n'as pas d'ancrage. Ce n'est pas pour rien que les enfants adoptés cherchent souvent leurs parents biologiques une fois adultes. Tu as besoin de savoir d'où tu viens, sinon tu finis par croire ce que les autres racontent de toi. Que tu n'as pas de civilisation, pas d'histoire, tu n'as rien produit. C'est ça le vrai danger. C'est d'ailleurs pourquoi certains frères et sœurs commentent sous sa vidéo des trucs du style « Je suis africain, il a raison ». Pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils sont ignorants de leur propre récit. La majorité des choses qu'ils connaissent de leur propre histoire leur viennent des autres. Ils connaissent 2 ou 3 choses de leur histoire, généralement apprises à l'école, et ça s'arrête là. Or, à l'école, on enseigne aussi De Gaulle. Dans la ville, il passe devant une avenue, un lycée ou une place qui porte son nom. À la télé, il s'informe à travers des chaînes occidentales, H24, où il entend encore parler de Gaulle, et dans des temps élogieux. Le résultat, c'est que ce personnage reste vivant, réel dans sa mémoire. Alors que les héros africains, eux, s'effacent, disparaissent de la mémoire collective dès qu'on ferme les cahiers d'histoire de l'école primaire. Donc le peu qu'on apprend de nos propres héros est vite oublié sans continuité. Pendant que le matraquage constant des figures occidentales rend leur mémoire plus vivante que jamais dans la tête des millions de jeunes Africains. Donc, à travers cet exemple, vous voyez bien qu'il est difficile pour un afro d'avoir des repères solides et une fierté ancrée. Et c'est justement là qu'intervient l'afrocentricité. C'est un antidote contre une honte imposée. Elle ne fabrique de la haine contre qui que ce soit, quand bien même ce serait légitime, il faut le dire. Donc non, repartir dans le passé, ce n'est pas fuir le présent, parce qu'on est incapable de bâtir ou de contribuer au progrès de l'humanité aujourd'hui. C'est la condition même pour comprendre d'où l'on vient, prendre conscience de sa place dans le monde afin d'accomplir davantage.
Et là, je vois déjà certains d'entre vous me dire, c'est bien beau tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, l'afrocentricité en tant que peuple afro? Quel est le plus? Quel est l'avantage? Qu'est-ce que ça nous rapporte aujourd'hui d'adopter une démarche afrocentrique? Eh bien, ça change tout. D'abord, sur le plan personnel, l'afrocentricité nous apporte une nouvelle façon de nous voir et de nous accepter. Elle met en valeur des traits dits nègres, nous invitant à nous aimer davantage, que ce soit notre peau, nos cheveux, etc. Mais aussi à porter ou reprendre des noms africains. Mais ça ne s'arrête pas là. Être afrocentrique, c'est aussi revenir à nos racines spirituelles, à la philosophie africaine comme la Mahat. C'est valoriser et transmettre nos langues. Sur le plan de l'éducation, un enfant qui apprend qu'il descend des grands empires de savants, de bâtisseurs, tu crois qu'il se sentira inférieur? Pas du tout. Au contraire, il arrête de voir l'Occident comme modèle absolu, parce qu'il sait qu'ici, chez lui, tout existe déjà. Des mathématiciens, des philosophes, des architectes, des explorateurs, etc. Cette connaissance donne confiance et façonne le regard qu'on porte sur soi et sur le monde. Plus besoin de se comparer aux autres. Cet enfant peut bâtir sur ses racines, être fier de sa culture et imaginer son futur sans complexe. Par la suite, cela influence toute la société. On obtient des adultes mieux ancrés, des choix de carrière plus audacieux et des citoyens qui revendiquent leur place dans l'histoire mondiale. Dans la politique et la société, un peuple qui se souvient de ses victoires et de ses résistances est beaucoup plus difficile à manipuler. Quand tu sais que tes ancêtres ont tenu tête à des armées coloniales entières, que des cités comme Tombouctou ou Gao étaient des centres d'apprentissage et de commerce mondial, tu n'acceptes plus qu'on t'explique que tu dois tout aux autres. Vous les entendrez souvent dire des trucs du type « Si on ne vous avait pas colonisé, vous n'auriez pas ceci ou cela ». Comme si avant la colonisation, rien n'existait en Afrique. L'afrocentricité rétablit la vérité. Avant l'Europe, il y avait déjà des civilisations, des sciences, des arts, des savoirs, des résistances et des réussites. Comprendre cela change drastiquement la manière dont un peuple se positionne dans le monde. On ne se contente plus de subir les décisions des autres, ni de se sous-estimer. On devient acteur de son destin, conscient de sa valeur historique et culturelle. Pour ceux qui disent que c'est juste des histoires anciennes, rappelez-vous ceci. L'histoire détermine notre futur. Un peuple qui oublie son passé ne peut pas décider de son avenir. Et petite parenthèse, les Africains ont contribué au progrès de l'humanité hier et continuent à le faire encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Je pourrais faire une vidéo entière dédiée à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires. Bien, parlons maintenant du futur. Imaginons qu'on laisse prospérer ce genre de discours. Imaginons qu'on accepte l'idée selon laquelle l'afrocentricité serait basée sur des mythes de gloire passée dans un but de simple revanche. Et qu'on abandonne tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, on aura une génération entière d'afro persuadée qu'elle n'a rien produit de glorieux dans son passé, qu'elle n'a rien à défendre et qu'elle doit forcément se tourner vers l'Occident pour trouver ses modèles. Ce qui serait tragique parce que c'est exactement la recette pour rester dominé. Dominé culturellement, car sans racines, tu finis par consommer les récits des autres. Dominé économiquement, si tu crois que tu n'as rien inventé, tu n'oseras jamais innover, car tu ne t'en crois pas capable. Dominé politiquement, un peuple sans mémoire est un peuple sans projet commun. Un peuple sans projet, c'est un peuple manipulable, divisé, affaibli. C'est ce que nous sommes aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle la faucentricité ou même le panafricanisme leur fait si peur, qu'ils s'acharnent à effacer, à nier, à déformer notre histoire. Encore une fois, l'afrocentricité ne se réduit pas à ses excès. Elle vise à réécrire l'histoire, redonner des repères et restaurer la mémoire africaine. C'est essentiel pour que des millions de jeunes Africains arrêtent de se percevoir comme moins que les autres, alors que leur histoire est riche, complexe et pleine de réussites. D'ailleurs, beaucoup de personnes afro ignorent totalement qu'elles sont influencées par des propos, par des discours qui minimisent leur histoire. Voici comment reconnaître qu'on est sous cette influence. On ignore systématiquement ses propres héros ou on les minimise, voire on s'en moque. On considère que l'histoire africaine n'a jamais produit de savoir ou de civilisation. On rejette tout mouvement de réappropriation identitaire en le qualifiant systématiquement de radical ou de haineux. On a tendance à dire que tout ça, c'est du passé, donc sans impact sur le présent ou le futur. Si vous vous reconnaissez dans ces comportements, il est temps de prendre du recul et de vous reconnecter à vos racines. Car le passé glorieux de l'Afrique a existé. C'est un fait, c'est réel, que cela plaise ou pas. L'afrocentricité nous rappelle que nos ancêtres ont construit des empires, inventé des savoirs, bâti des cités, résisté à l'oppression et ouvert des routes au commerce et à la connaissance. Elle nous rappelle que nous avons déjà été puissants et capables et que cette puissance est toujours en nous. Et si certains veulent effacer, nier ou ridiculiser cette histoire, c'est parce qu'ils savent qu'un peuple conscient de sa valeur et reconnecté à ses racines ne se laisse plus définir par les autres. Ils savent qu'une Afrique qui se réapproprie son histoire retrouve sa force, son influence et sa grandeur. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Lise. J'ai créé cette chaîne pour partager l'information africaine avec une particularité.
Mettre en avant ce qu'il y a de mieux sur le continent. Innovation, culture, entrepreneuriat, réussite. Si vous voulez recevoir des informations justes et inspirantes sur l'Afrique, abonnez-vous. Sinon, merci d'être resté avec moi. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.